Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir ou bonjour. Comme d'habitude, tout dépend quand et d'où vous regarderez ce nouveau JT de l'or. Avant d'aborder le sommaire, où on parlera de plein de choses, des perspectives sur l'or sur la Deutsche Bank, ou encore de la grande thématique de ce JT, à savoir placement pourri, placement moisi, comment faire et que faire, je voulais vous présenter ma dernière acquisition que je viens de recevoir. Alors ça, c'est juste pour vous donner un point de comparaison, une pièce de 2 euros, une pièce de 1 euro. Normalement, vous les connaissez, vous en avez dans votre portefeuille. Une pièce de 20 centimes d'euros. Normalement, vous devriez avoir aussi l'épaisseur, une pièce de 20 centimes d'euros. Une pièce de 5 centimes. Ah, mais où est-ce qu'il veut en venir? C'est bon, je les ai dans mon portefeuille. Voilà. Et bien maintenant, vous allez pouvoir comparer avec une pièce de 1676, qui est une pièce de 4 sols de l'époque du roi Soleil, ou Louis XIV. Donc là-dessus, vous avez la tête de Louis XIV. Et donc là, vous avez l'avers et le revers de la même pièce. Voilà, donc je viens de la recevoir. C'est une pièce de 4 sols de 1676. C'est un vrai petit morceau d'histoire. On aurait pu en offrir une à Poutine quand il est venu à Versailles, dans le château du grand roi Soleil. Voilà. Pourquoi cette petite pièce? Eh bien, tout simplement parce que mon grand garçon va faire son premier exposé, et cet exposé, il va le faire à l'école sur Louis XIV, et donc papa a décidé de lui offrir sa première pièce de Louis XIV pour qu'il puisse commencer sa collection. Voilà, elle est très très belle, je la remets dans sa petite pochette pour pas qu'évidemment elle s'abîme. C'est une pièce qui est en état TB+, en termes de classification, si ça intéresse. Alors je vous mettrai une photo en incrustation d'écran. Je vous mettrai une photo, mais ça, cette pièce-là, c'est une pièce qui est en termes de collection classifiée TB+, en état, et c'est un état remarquable. Elle est extrêmement fine, et c'est une pièce, donc je vous disais, de 4 sols, 1676. Elle est très belle, elle est remarquablement bien, dans un très bon état. Et elle est en argent massif, mais c'est extrêmement léger. Enfin, si je ne l'ai même pas encore pesée, je ne sais même pas si elle fait 1 gramme. Il faudra que j'essaye ça tout à l'heure. Voilà, donc ça c'était pour la petite histoire, et pour vous montrer par rapport aux autres pièces, et que vous puissiez un petit peu regarder la taille. Attaquons tout de suite maintenant ce JT de l'or, après cette petite digression sur une pièce de 4 sols de Louis XIV. Donc une information importante qui est la Deutsche Bank, qui est plutôt très favorable et très optimiste sur les cours de l'or, qu'elle voit vraiment s'envoler. Hein, se préparer, les investisseurs doivent se préparer à vraiment l'envolée de l'or, en raison, et c'est ce qui est expliqué dans cet article, et qui cite une étude qui a été faite par la Deutsche Bank, excusez-moi, en raison du climat général d'incertitude. Voilà, et vous ne découvrirez rien en disant ça. Je ne vous apprendrai pas plus de choses. D'ailleurs, simplement, là c'est la Deutsche Bank qui le dit, donc c'est ça qui est important dans cette information. On va passer au sujet suivant, et le sujet suivant, et je voulais consacrer ce JT de l'or sur une partie relativement importante, sur quand on est coincé dans un placement. Donc moi j'ai appelé ça placement pourri, placement moisi. Et donc il y a vraiment le cycle psychologique de l'investisseur, le cycle des émotions de l'investisseur. Donc il y a ce graphique, pareil, je vous le mettrai en incrustation dans la vidéo pour que vous puissiez prendre le temps de faire pause si c'est nécessaire et de bien l'observer. Ce qui est très important, c'est qu'en fait, vous n'achetez pas quand c'est bas. Vous achetez quand vous avez vu le cours monter. C'est-à-dire aujourd'hui, là, moi, je commence à entendre des gens dans la rue ou me poser des questions à l'école quand je dépose les enfants. Dis-moi, Charles, est-ce qu'il faut acheter des bitcoins? Voilà. Est-ce que c'est le moment d'acheter du bitcoin? J'ai envie d'acheter du bitcoin. Mon beau-frère m'a parlé du bitcoin. Ma belle-sœur, qui est boulangère, m'a parlé du bitcoin. Elle m'a dit que si je plaçais 4% de mon patrimoine sur le bitcoin, eh bien, je serais multimilliardaire, très certainement, dans 10 ou 20 ans. Alors, vous pouvez placer 4% de votre patrimoine sur le bitcoin. Allez-y, je vous regarde. Simplement, quand vous commencez à avoir comme ça des gens qui vous en parlent dans la rue alors qu'ils n'y connaissent strictement rien,
Moi, j'ai vécu exactement la même chose au moment de la bulle Internet, et tous ceux qui seront encore plus anciens que moi, qui auront vécu d'autres bulles, vous diront la même chose. Quand dans la rue, chez le boulanger, on commence à parler de ce genre de choses, alors je vous assure, c'est un signe terrible de bulle spéculative. C'est à ce moment-là qu'on doit se tenir éloigné d'un marché, et pourtant c'est à ce moment-là que vous allez rentrer dans la phase d'emballement et d'euphorie, et c'est là que les gens, à 90%, vont se positionner sur un marché. Donc, on n'achète pas des actions Internet et Amazon en 1994 ou en 1995, on va acheter des actions Amazon en pleine bulle. On ne va pas acheter les actions Yahoo en 2001, après l'explosion de la bulle Internet. On l'achète effectivement en 99 ou en 2000, juste dans cette phase d'emballement, dans cette phase d'euphorie, et juste avant que les cours ne s'effondrent. Et donc, quand les cours commencent à baisser, et c'est très bien expliqué, c'est une phase d'anxiété. L'investisseur, surtout particulier, l'épargnant moyen, lambda, n'y voyez rien de péjoratif. Nous sommes tous des épargnants lambda et moyens compte tenu des sous que nous avons à notre disposition. Nous n'avons pas des milliards, nous n'utilisons pas des effets de levier, nous n'avons pas des hedge funds à nous appartenant. Donc, nous sommes effectivement anxieux et nous avons peur de perdre le peu que nous avons. Et cette phase d'anxiété, elle s'accompagne d'une phase de déni, d'une phase de crainte, d'une phase de désespoir. On a vu tout baisser, tout chuter, mais on n'a jamais vendu. D'accord? Parce qu'il y a un bon adage, un vieil adage qu'on vous a bien mis dans la tête, pas vendu, pas perdu. Oui, pas vendu, pas perdu, mais enfin, ça peut durer très longtemps comme ça. Donc évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous avez des fonds immobilisés, vous avez une perte, même si elle est latente, et cette perte, à un moment donné, vous devrez la constater, et donc mieux vaut savoir, en général, se couper un doigt très rapidement plutôt que d'attendre trop longtemps et de devoir se couper tout un bras, voire deux jambes, voire le corps entier, et de se faire avoir par la gangrène. Donc ça, c'est ce qui arrive évidemment de manière classique à 90% des épargnants qui ont acheté au plus haut, ou à peu près au plus haut, et vont revendre à peu près au plus bas entre les moments de panique et de capitulation sur les marchés. Et puis, on va repartir après pour un autre cycle. C'est très important de connaître cette psychologie-là quand on place son argent, parce que ces phénomènes-là sont ceux qui vous font perdre de l'argent. Et donc la gestion patrimoniale est extrêmement psychologique, et vous devez vous connaître vous-même, et vous devez impérativement prendre en compte ce que vous êtes. Quelles sont vos craintes? Est-ce que vous dormez tranquille, pas tranquille? J'ai l'habitude de dire à des gens qui me disent « Oh, ben moi, l'immobilier, oh, puis les travaux, puis les locataires, puis c'est compliqué, puis la fiscalité, puis je ne sais pas si je vais acheter un appartement, pas l'acheter. » Bon, actif tangible, emmerde tangible. Actif financier, emmerde financière. Voilà, les deux pouvant être liés de temps en temps, mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il faut vous connaître. Si vous avez une incapacité à gérer des relations avec des tiers, à avoir un comportement cordial avec un locataire qui des fois peut lui-même ne pas l'être trop, etc., effectivement, l'immobilier, c'est peut-être pas un investissement en direct qui est fait pour vous. Il faudra peut-être vous orienter vers d'autres types de placements. C'est très très important de ne pas se mentir, de bien se connaître et de bien appréhender la psychologie de l'épargnant pour vous éviter tout simplement de vous faire piéger. Donc observez bien ce graphique, gardez-le, conservez-le, gardez-le en tête, et quand vous avez un doute, replongez-vous dedans, ça sera un guide pour vous. Alors on va passer un petit peu au détail de tous ce que j'appelle des placements pourris, placements moisis, comment faire. Si vous êtes un épargnant normalement constitué, vous avez dans votre patrimoine des placements qui ne sont pas bons. Alors, soit vous en avez fait, soit vous en ferez, soit vous en avez actuellement en cours. Alors, en gros, c'est quand même un peu toujours les mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans les placements pourris? On va retrouver énormément de produits de défiscalisation. Voilà. Alors, allez, soyons vulgaires, placement pourri, placement moisi, défiscalisation, c'est comme les élections, piège à con, d'accord? Donc retenez bien cette idée, défiscalisation, piège à con. On ne place jamais son argent en raison d'une carotte fiscale parce qu'un vendeur vient vous voir et vous dit « Alors monsieur, vous payez trop d'impôts ?» Oh, eh bien ça tombe bien, j'ai une solution magique pour payer moins d'impôts. Mais cette solution magique, elle n'est pas magique. D'accord? Elle n'est pas magique. Qu'est-ce que vous achetez?
Vous achetez un fonds commun de placement dans l'innovation? Ah, vous êtes content, vous avez une carotte fiscale, vous allez pouvoir déduire maintenant tout de suite, mais vous allez devoir garder votre placement pendant 5 ans. Et souvent, ce sont des placements dans lesquels vous allez être bloqué contractuellement pendant 10 ans. Et comme ce sont des placements qui sont dans l'innovation, par définition, ils sont extrêmement risqués et vous pouvez vous retrouver avec 40, 50, 60% de pertes. Pour certains fonds, ça se passe très très bien parce que tout simplement, vous aurez de la chance. De la chance. C'est-à-dire que dans les 20 sociétés innovantes dans lesquelles le fonds a investi, il y avait une start-up qui est devenue une licorne, c'est-à-dire une société qui a été introduite en bourse et qui est devenue un superbe espace, qui a été revendue et sortie au bon moment avec des plus-values extraordinaires. Ça s'appelle de la chance. Pour l'écrasante majorité des épargnants qui sont dans tous ces trucs de l'innovation, ce sont des pertes, des fonds bloqués pendant 8 à 10 ans, une impossibilité de revendre de toute façon fiscalement avant 5 ans, sinon il faut reprendre l'avantage fiscal, donc vous êtes complètement bloqué, pieds et poings liés, et généralement ce sont des investissements qui se passent mal. Comment vous pouvez faire pour vous en sortir? Globalement, vous ne pouvez pas, il ne fallait pas y aller. Et comment fait-on pour ne pas y aller? Eh bien, retenez toujours cette règle, grande règle de base, défiscalisation piège à con. On n'achète jamais une défiscalisation. On n'achète jamais une carotte fiscale. On place son argent sur un support bien précis et donc ce support doit être bon en lui-même. L'avantage fiscal n'est qu'un complément d'intérêt ou un complément de rendement ou de rentabilité sur votre placement total. C'est là l'écueil principal que font les épargnants. Vous avez la même chose avec l'immobilier, d'accord? Donc toutes les lois immobilières de défiscalisation, les Derobiens, les Cellier, les Pinel aujourd'hui, ça s'accompagne, une défiscalisation qui s'accompagne évidemment de contraintes, de location, d'encadrement de revenus de vos locataires, etc., etc. Donc quand vous mettez toutes les contraintes bout à bout, que vous prenez un logement neuf qui est beaucoup plus cher, etc., etc., ben finalement, vous n'êtes pas forcément très gagnant, même s'il y a une défiscalisation. Donc pareil, soyez extrêmement prudent, soyez très sélectif. Un autre placement très courant qui est très mauvais et sur lequel je vous conseille la plus grande prudence, ce sont tous les fonds à formule qui sont proposés par vos banques. Alors si vous investissez dans le fonds Patachmol, eh bien, dans le fonds Patachmol, vous avez un capital protégé, c'est-à-dire que si les actions elles évoluent et que le CAC 40 il fait plus 40%, ben là vous aurez une participation de 50% au bénéfice de la hausse. Mais si jamais le bénéfice de la baisse est inversement proportionnel à la votre perte, et vous aurez un capital protégé au maximum jusqu'à 30% de perte, puis au bout de 30% de perte, c'est pour votre pomme, blablabla. Bref, vous avez intérêt à sacrément bien lire les petits caractères. Ce sont des fonds qui, en général, sont bloqués, qui prévoient éventuellement des moments de sortie à plus 2 ans, à plus 3 ans, à plus 5 ans, puis c'est sur 5 ans, puis c'est... Bon, bref, n'y allez pas, d'accord? N'y allez pas. Dans les 5 ans qui viennent, regardez dans les 5 ans passés ou dans les 10 ans passés, combien de fois vous avez voulu ouvrir un produit financier pour épargner et combien de fois vous avez eu besoin d'aller piocher dans cette épargne, d'accord? C'est d'autant plus valable en fonction de votre âge. Quand on est jeune, en général, on a un fort besoin régulier d'aller taper dans son épargne, parce qu'on a un projet, parce que sa vie change, parce que finalement, on a une instabilité professionnelle, ou on a une instabilité affective, où on était avec Perrine, on passe avec Pauline, etc., etc. Enfin bref, ou inversement, on était avec Pierre, on passe avec Paul. Donc tout ça, c'est des éléments qui vont faire ne vous bloquer, qu'il ne faut pas aller se bloquer dans des placements sur des durées importantes. Quand on est un peu plus âgé, c'est un peu moins le cas, parce que d'abord, on a pu commencer à épargner, à constituer un patrimoine, et donc il y a une partie de ce patrimoine qui ne bouge plus comme une espèce de pied de trésorerie, si vous voulez, qui lui peut être placé effectivement à partir de ce moment-là sur des placements à durée beaucoup plus longue, parce que vous n'avez plus besoin de mobiliser votre argent. Donc, on a parlé des fonds à formule, faites attention, faites bien la distinction entre les capitales protégés et les capitales garantis. Généralement, le capital garanti, ce n'est valable que si on va jusqu'au bout du placement, et surtout ces produits-là, généralement, vous avez une liquidité qui n'est pas terrible et beaucoup de contraintes. L'épargne retraite, faites attention à l'épargne retraite, quand on est très très jeune, faire de l'épargne retraite sur des PERP,
c'est vraiment pas une bonne idée, quoi. D'accord? Donc j'ai épargné sur des placements liquides pour la simple et bonne raison que vous allez très certainement avoir besoin à un moment donné ou à un autre de vos sous. Donc n'allez pas vous les bloquer pour les retrouver éventuellement dans 40 ans. Parce que quand on a 20 ou 25 ans et qu'on commence à ouvrir un PERP pour cotiser pour sa retraite, c'est pour dans 40 ans. Bon, quand on a 25 ans, généralement on ne sait pas ce qu'on va faire demain, mais avant d'atteindre la retraite et les 40 ans, c'est totalement prématuré. Et donc ça m'amène à un premier conseil qui est prenez des placements adaptés à votre vie et à votre âge. Ça, c'est très important. Vos placements doivent être adaptés à votre vie et ils doivent être adaptés à votre âge et à votre avancement et à votre avancée dans votre vie professionnelle, mais vie personnelle également. Dernier sujet que je voulais aborder, c'était les mauvais contrats d'assurance vie et tous les placements immobiliers sous forme SCPI. Donc, les mauvais contrats d'assurance vie, sachez qu'un contrat d'assurance vie, ça ne se transfère pas. Donc, quand vous avez ouvert un contrat d'assurance vie à la compagnie d'assurance vie sur la vie, eh ben, vous ne pouvez pas le transférer à la compagnie d'assurance vie sur l'assurance vie de la vie de la vie. Bon. Donc, vous êtes bloqué. Soit vous rachetez ce contrat d'assurance vie, vous pouvez le racheter, récupérer vos sous, le clôturer si vous en avez envie, en ouvrir un autre ailleurs. Vous pouvez aussi en ouvrir plusieurs si c'est ce que vous souhaitez vraiment faire. Mais bon, vous savez ce que je pense des contrats d'assurance vie. En dehors d'un certain éventuels avantages fiscaux, attention, c'est soit des obligations, soit des actions. Les obligations, c'est de la dette. La dette, il ne faut pas y aller. Et les actions, elles sont très très chères. Donc je ne vous dis pas qu'il ne faut pas y aller, mais je vous dis que c'est surtout peut-être pas le moment. Et souvenez-vous du graphique sur la psychologie de l'investisseur. On est plutôt dans une phase euphorique. Enfin, tout ce qui va être les SCPI, donc les sociétés civiles de placement immobilier. Alors vous en avez plein de catégories, elles sont fiscales ou non fiscales, et elles sont à capital fixe ou à capital variable. Alors une SCPI fiscale, c'est quoi? Eh bien, c'est une SCPI qui vous donne un avantage fiscal et qui va vous permettre de faire une déduction. Défiscalisation piège à con, SCPI fiscale, c'est pareil, vous allez faire une déduction, ça va s'accompagner d'un certain nombre de règles qui vont vous bloquer. Donc il faut en être conscient, ce n'est pas forcément une mauvaise idée, je vous dis simplement attention, il y a des contreparties à la défiscalisation. Donc soyez prudents et n'oubliez jamais que quand il y a une défiscalisation, en général, il y a une surfacturation. Donc qu'est-ce qu'on retient? Défiscalisation, piège à compte, défiscalisation, surfacturation. Voilà, donc là, normalement, le moyen mémotechnique, il est clair et il est simple. On surpaye toujours tout ce qui est défiscalisé. Quand les panneaux solaires sont défiscalisés, ils sont très chers. On ne défiscalise plus les panneaux solaires. Et qu'est-ce qu'on constate? La baisse du prix des panneaux solaires. Si vous avez une défiscalisation immobilière, eh bien, les constructions neuves, elles sont surfacturées parce qu'il y a tout un écosystème à faire vivre. Les sociétés qui vendent la défiscalisation, le promoteur, celui qui commercialise, les architectes, les nouvelles normes, les blablabla. Bref, tout ça, ça empile ses marges. Et à l'arrivée, le couillon qui paye, c'est évidemment celui qui veut bénéficier d'une super carotte fiscale. Bon. Donc ne soyez pas naïfs. Donc faites attention, défiscalisation piège à compte, défiscalisation surfacturation. Donc les SCPI fiscales, pourquoi pas, mais pareil, étudiez bien votre dossier, les frais de gestion, etc., etc. Après, vous avez des SCPI classiques qui sont non fiscales, donc c'est de la pierre à papier, mais ce n'est pas une volonté de défiscaliser. Donc là, vous avez beaucoup plus de choix de produits et parfois, vous avez un rendement qui peut être supérieur. Alors après, vous avez des SCPI à capital variable et des SCPI à capital fixe. Faites attention parce que ça, c'est une différence qui va impacter directement la liquidité et donc votre capacité à revendre vos parts et à retrouver votre argent à n'importe quel moment. De manière générale, partez du principe que si aujourd'hui la pierre papier est relativement liquide et plutôt bien liquide, dès qu'il y a une crise immobilière ou qu'il y a des difficultés sur l'immobilier, eh bien évidemment, la pierre papier, c'est un vrai piège parce que vous n'avez plus d'acheteurs. Et quand il n'y a plus d'acheteurs, eh bien la liquidité n'est plus assurée. Donc,
Pour résumer, en termes de conseils, et quels sont les grands principes que vous avez intérêt à garder en tête avant de placer votre argent, c'est qu'il faut réfléchir beaucoup, beaucoup, énormément, et qui pense peu se trompe beaucoup, et ça, c'est pas moi qui le disais, c'était Einstein. Donc, voilà, qui pense peu se trompe beaucoup. Donc réfléchissez beaucoup et n'ayez pas peur de réfléchir trop. En général, ça permet d'éviter de faire des grosses bêtises. Je vous l'avais dit, prenez un placement qui est adapté à votre vie et qui est adapté à votre âge. Ne faites jamais un placement pour ne pas payer d'impôts et sachez prendre vos pertes au niveau du petit doigt ou de l'avant-doigt ou d'une phalange et n'attendez pas d'être obligé de vous couper évidemment un bras. Et retenez bien ça, défiscalisation, piège à con et ne soyez donc pas le couillon. Voilà. Donc ça, c'était tout ce que je voulais vous dire sur les placements. Il y a peu de choix de placements aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Les rendements sont très bas, les actifs sont survalorisés, donc n'ayez pas peur d'être surpondéré en cash et de ne pas forcément avoir beaucoup de placements aujourd'hui. On n'est pas sur des bons points d'entrée pour l'immobilier, on n'est pas sur des bons points d'entrée pour les actions, on n'est pas sur les bons points d'entrée pour énormément d'actifs. Donc dans ce cas-là, eh ben on attend. Voilà, on attend et éventuellement on s'assure avec un petit peu d'or au cas où, et puis on attend qu'il y ait de meilleurs points d'entrée, on attend qu'il y ait des corrections. On va passer à nos graphiques. Donc là, je vous ai préparé toute une série de graphiques pour vous les remettre en perspective. Donc le premier, c'est celui que je vous avais déjà remontré lors de l'édition du JT de la semaine précédente. C'est celui du 12 mai. Donc on a notre canal, d'accord, on a notre canal ascendant, et on est sur un horizon, là je vous présente le graphique de l'or sur 12 mois. Enfin globalement c'est sur une période d'un an. Et donc voilà ce qu'on a, on voit très bien ce canal, la résistance à la hausse, la résistance à la baisse, et donc un canal qui est haussier. Le 12 mai on tape le bas du canal et on dit très logiquement, graphiquement on va rebondir. Ensuite la semaine suivante, donc ça, c'est la semaine du 19 mai. On voit bien qu'on opère le rebond. C'était ce que je vous avais expliqué la semaine, dans l'édition précédente du JT. Et donc, on rebondit. Et puis, cette semaine, il s'est passé un petit peu de temps, puisque vendredi dernier, c'était le viaduc, le grand pont, etc. J'en ai profité. Et donc là, vous voyez que finalement, on devrait aller taper plutôt le canal, la résistance haute du canal. Et là, bien, on est un petit peu comme dans cette période-là. Là, on a l'air de se chercher pour le moment. On ne va pas taper plus haut. Alors, on va changer notre horizon de temps. Et c'était le dernier graphique que je voulais vous présenter. Et là, on va regarder ce graphique de l'or, non pas sur un an, mais quasiment sur plus de 20 ans. Et donc là, on va se rendre compte qu'on a une figure qu'on appelle une figure en drapeau, et qu'on a une immense résistance ici, une immense résistance en bas, et que donc on arrive à ce moment un petit peu clé. Est-ce qu'on va sortir par le haut ou est-ce qu'on va sortir par le bas de ce drapeau? Et on voit qu'en fait, on va aller taper sur la résistance, qui est une résistance à la hausse, mais qui est une résistance qui est beaucoup plus, on ne voit que sur un horizon de temps qui est bien plus large et bien plus vaste que le petit canal haussier que l'on voyait sur un an. Et donc, ce qu'on voit sur une durée d'un an n'est pas la même chose que ce que l'on voit graphiquement sur une durée de plus de 20 ans, puisque ce graphique commence en 1995. Alors, que va-t-il se passer? Très certainement, à mon sens, on va pouvoir encore aller vers le bas, avoir encore peut-être des dernières corrections, mais il est fort probable que l'on finisse, compte tenu des incertitudes, par sortir par le haut, évidemment, de ce drapeau. Et ça rejoint ce que dit la Deutsche Bank, préparez-vous à un envol de l'or. Si jamais on sort par le haut de cette grande résistance, eh bien évidemment, graphiquement, nous aurons un signal haussier absolument majeur, et donc on pourra et on peut assister à un envol des prix du métal jaune. Alors, dernière question que je vais vous poser, est-ce que du coup c'est le moment de rentrer sur l'or? Eh bien, vous connaissez mon point de vue. Les fondamentaux économiques sont désastreux, ils ne sont pas meilleurs aujourd'hui qu'hier ou qu'avant-hier. Rien n'a été réglé, notamment en Europe, donc les fondamentaux ne sont pas bons. Donc c'est toujours le moment de rentrer dans l'or, et vous connaissez mon point de vue. Je vous demande, ou je vous propose,
de le corréler à ce graphique sur la psychologie des investisseurs. Et la seule manière de ne pas se faire avoir par la psychologie négative des investisseurs, par nos erreurs de psychologie, eh bien, c'est pour être sûr de ne pas investir dans justement les phases qui sont des phases d'euphorie ou de se faire avoir dans des phases de panique ou de capitulation, eh bien, c'est tout simplement d'avoir une discipline de gestion, une discipline d'investissement et une discipline patrimoniale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on s'en fiche de savoir ça. C'est très intéressant intellectuellement, je vous le partage parce que je trouve ça passionnant. Mais en fait, en réalité, on s'en fiche. Si les fondamentaux économiques sont mauvais, alors il est tout le temps de bonne loi et c'est tout le temps le moment d'acheter de l'or. Et on en achète tout simplement régulièrement et on moyenne, on lisse son cours d'achat et son point d'entrée. Et en faisant ça, eh bien évidemment, on se désensibilise des évolutions et des grandes variations et on se désensibilise également de ses propres errements psychologiques qui sont liés, comme je vous les ai montrés tout à l'heure dans ce graphique, à la psychologie de l'épargnant et de l'investisseur. Et à ce moment-là, eh bien, on moyenne, on lisse, on se désensibilise à tout ça. Et là, on a vraiment une vision patrimoniale. On n'est pas dans de la spéculation, on est dans une vision patrimoniale. On est dans la construction d'un patrimoine et globalement, ça se passe bien. Et cette méthode, vous pouvez l'appliquer à tout. Vous pouvez l'appliquer à votre contrat d'assurance vie, vous pouvez l'appliquer à vos achats d'or et de métaux précieux. Vous pouvez évidemment l'appliquer à vos achats immobiliers ou encore évidemment à vos achats d'actions et acheter tous les mois une action Air Liquide, et bien évidemment, vous vous rendrez compte que tout ça, ça va vous permettre de lisser complètement votre point d'entrée sur Air Liquide et que ce sera très intéressant dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, parce que vous allez lisser tous ces grands mouvements. C'est sur ces bonnes paroles que je vous laisse. Mes chers amis, je vous dis à très bientôt. Merci, un grand merci pour votre attention. N'hésitez pas, alors il paraît qu'il faut dire mettez des pouces, non, des pouces bleus, pas des comme ça veut dire que vous n'aimez pas. Il faut mettre des pouces bleus comme ça en disant j'aime. Vous pouvez vous abonner et sur la chaîne YouTube Insolentiae TV. Et puis aussi, n'hésitez pas à venir sur le site insolentiae.com pour vous abonner là aussi gratuitement et recevoir la lettre d'information quotidienne sur les informations économiques clés pour bien comprendre tout ce qui se passe. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.